Alors, tout d'abord, dans cette introduction, on va définir en fait les différents termes. On va définir ce que c'est que string, ce que c'est que algorithme et ce que c'est que, enfin, le tout, donc les algorithmes de recherche de string. Donc, tout d'abord, si on regarde la définition du mot string, qu'est-ce que c'est? Alors, on peut la définir comme une séquence de caractères. Alors, il peut s'agir, euh, plus d'un point de vue informatique, une constante ou une variable. Et ça peut faire également référence à un type de données, c'est-à-dire à une structure de données, comme les dictionnaires, les listes, etc., que vous avez déjà pu rencontrer sûrement. Alors, qu'est-ce qu'un caractère? Étant donné qu'on vient de définir le string comme une séquence de caractères, il faut définir ce que c'est qu'un caractère. Un caractère, ça va être une unité d'information. On peut la définir comme ça. Mathématiquement, on peut la définir juste comme un objet qui va appartenir à un certain alphabet. Donc, pour définir un string, il faudra définir donc l'alphabet depuis lequel il est généré. Et l'alphabet, c'est tout simplement l'ensemble possible de caractères que peut contenir un certain ensemble de strings ou un string. Alors là, on va voir quelques petites différences. On a vu des concepts qui sont apparentés mais qui diffèrent un peu. Donc on a le concept de liste, de string, de séquence. Quelle est la différence entre ces trois termes? Donc tout d'abord, le terme séquence, c'est quoi? Ça va être une collection énumérée, donc ça veut dire ordonnée, d'objets. Et dans ce cas-là, les répétitions sont autorisées. Ce n'est pas comme dans un ensemble où on a des objets dont l'ordre n'importe pas et où les répétitions n'existent pas. Donc ça va être la séquence, ça va être un objet mathématique. Maintenant, si on parle de liste, alors une liste, ça va être tout simplement une séquence en informatique, en sciences, en computer science. Donc par exemple, on va avoir une liste d'entiers. Donc c'est quoi une liste d'entiers? C'est juste l'implémentation informatique d'une séquence d'entiers. Et le string, ça va être très similaire, ça va être juste une liste de caractères. Donc, l'implémentation informatique d'une séquence de caractères. On va illustrer ça rapidement avec un exemple. Donc, ici, on a A, qui est donc un ensemble d'éléments, ici, qui va définir l'alphabet. Donc, A1, ça serait le premier caractère qu'on aurait, A2, un autre caractère, etc., etc. Maintenant, on peut définir S, notre séquence, notre string, notre séquence de caractères ou notre string, qui va être tout simplement donc une liste ordonnée de différents caractères. Donc le premier caractère c'est S1, deuxième caractère S2, etc., etc. Et donc pour tout SI de la séquence, bah, le SI, le caractère correspondant, doit appartenir à l'alphabet qu'on vient de définir. Et on va définir également pour le string sa taille qui va donc être notée. Ici, il y a une petite coquille, c'est taille de grand S. Pas de taille de grand T, taille de grand S. Si c'était T, le nom du string, ici on aurait euh, un taille de T. Alors, quelques petits éléments de notation. On note S crochet I, le ième élément de la séquence. On note S crochet I, virgule J, la sous-séquence qui est entre les positions I et J de la première séquence. On peut noter également S crochet 1, virgule J. Ça va être ce qu'on appelle le préfixe de S, donc les J premiers éléments. Et on peut également noter S de I, J, virgule N, qui va être donc le suffixe de S. Et donc là, on pourra définir également la taille du suffixe comme étant tout simplement n moins j. Donc ça va être la taille de la sous-séquence qui est cette fois-ci à la fin. Pas au début comme le préfixe, mais à la fin. Donc ça va être la différence entre les deux. Euh, Maintenant, concernant l'autre terme à définir, donc on vient de définir string, maintenant on va définir le terme algorithme. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme? Alors, un algorithme, on peut le définir comme une séquence d'instructions qui va être de taille finie et qui sera non ambiguë, qu'on va pouvoir appliquer à un certain input, donc une certaine entrée,
D'habitude, c'est une fonction qui va être implémentée sur l'ordinateur et qui va permettre de résoudre un certain problème. Donc les données, en entrée, le input, et en sortie, on a une certaine résolution d'un problème. Ça peut être un output, ça peut être une modification de quelque chose, enfin d'une structure de données qui est déjà en place ou quelque chose comme ça. Ce qui est important ici, c'est que on a donc cette séquence d'instructions qui est de taille finie et non ambiguë. Par exemple, une recette de cuisine, ça serait un algorithme. Les entrées, ça serait les produits bruts, les produits alimentaires bruts. On a une suite d'instructions et à la fin, on a résolu un problème qui va être, par exemple, de préparer une pizza, par exemple. Voilà. Euh, alors, comme je vous le disais, les algorithmes sont très souvent implémentés, sont des instructions implémentées dans des ordinateurs pour résoudre des problèmes. Et maintenant, on va se pencher sur comment caractériser un algorithme. Alors, il y a différentes façons de caractériser un algorithme. La première chose, c'est est-ce que l'algorithme arrive à résoudre la tâche de bonne façon, d'une façon adaptée. Par exemple, on aurait ici une espèce d'accuracy, donc de mesure de qualité. En quelle proportion est-ce que l'algorithme est arrivé à résoudre la tâche? Évidemment, on va préférer un algorithme qui résout bien une tâche plutôt qu'un autre qui ne le fait pas. Une autre façon de caractériser les algorithmes, ça va être à travers leur complexité temporelle. C'est-à-dire, on va compter, pas de manière exhaustive, mais on va avoir une espèce de comptage du nombre élémentaire d'opérations dont on a besoin. Euh, L'idée étant que certaines opérations élémentaires vont prendre un temps qui va être fixe, qui ne va pas dépendre d'autres variables. Et on va évaluer le temps en fait en fonction de variables qui risquent de augmenter en taille et qui risquent donc d'avoir un impact sur le temps. Par exemple, si on va parcourir une séquence de caractères, un élément qui sera super important pour caractériser la complexité, ça va être la taille de la séquence. Plus la séquence est grande, plus on risque de mettre du temps. Voilà. On va également pouvoir caractériser les algorithmes avec un autre élément qui est la complexité spatiale. Dans ce cas-là, c'est très similaire à la complexité temporelle. On va compter le nombre de valeurs élémentaires qu'on a besoin de stocker, que ce soit des variables, a priori aussi des constantes, si jamais les constantes aussi peuvent prendre des tailles qui vont pouvoir augmenter en fonction d'une certaine variable. Par exemple, dans le cas d'une séquence, encore une fois, il faudra stocker à minima la séquence, donc la complexité sera à minima égale à la longueur de la séquence, voire plus si on a d'autres structures de données. Par exemple, si on fait une matrice qui va avoir le même nombre de lignes et de colonnes que notre séquence, bah, cette fois-ci, en termes de complexité spatiale, on sera en taille de la séquence au carré cette fois-ci. Alors, lorsqu'on va définir la complexité, il faut bien garder à l'esprit que tous les termes n'ont pas une importance égale lorsqu'on va évaluer la complexité. Par exemple, on a un entier unique et de l'autre côté, on a la matrice dont je viens de vous parler, qui risque d'augmenter en taille en fonction de la taille de la séquence. Donc finalement, le stockage d'une valeur entière, c'est rien comparé au stockage de la matrice. Euh, un autre élément important, c'est que la complexité, comme je vous l'ai déjà dit, on ne va pas la calculer de manière exacte, on va l'évaluer asymptotiquement par rapport à certains termes principaux. Donc là, l'exemple, c'était par rapport à la taille de la séquence. Là, on ne va pas compter les petites constantes qu'on a à droite, à gauche. On va considérer la complexité comme étant la longueur de la séquence en imaginant qu'elle grandit. Donc, de manière asymptotique, les autres petites variables deviennent négligeables et donc c'est ça qui prend le dessus. Voilà, donc ça c'est une autre façon de dire ce que je viens de dire. Donc on va considérer principalement la contribution des termes qui vont avoir une croissance qui va être importante et qui va faire qui va rendre les autres
vraiment négligeable. Et dans l'absolu, les constantes, voilà, lorsqu'elles ne dépendent pas d'une taille d'une séquence, par exemple, de quelque chose qui va grandir, on va les omettre. Voilà, quand on a juste comme une constante, un entier, des choses comme ça, on va considérer qu'ils ne jouent pas un rôle dans la complexité. Alors, quand on définit la complexité, on va avoir une notation mathématique pour ça, qui est la notation grand O, ou O de quelque chose. Alors, pour la définir de manière plus formelle, donc on va devoir définir deux fonctions. D'abord, une fonction f qui va de R dans R, et une fonction g qui va de R dans R. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va s'en servir de ces deux fonctions? On va considérer que g de x est supérieur à 0 pour tout x supérieur à un certain x étoile. Donc à partir de x étoile, on sait que toutes les valeurs que nous renvoie la fonction g sont positives. Alors maintenant, on sait qu'il existe un m, une valeur m appartenant à R+, donc au réel positif supérieur à 0. Et on considère qu'il y a un élément x0 appartenant à R également, tel que pour tout x supérieur à x0, donc une fois qu'on a dépassé ce x0 là, alors la valeur absolue de f de x est toujours inférieure ou égale à m, donc cette valeur-là qui est positive, fois g de x. Alors si on a ce cas de figure-là, donc si la valeur absolue de notre fonction f de x à partir d'un certain x0 est toujours inférieure, elle est toujours dominée par m fois g de x, m étant un nombre réel positif quelconque, alors dans ce cas-là, on va dire que f de x est en haut de g de x, et grand O de g de x. Ça veut dire que lorsque g de x, enfin lorsque x va croître, f de x, une fois qu'on va dépasser le x0, va être tout le temps inférieur, elle est tout le temps dominée par g de x, donc finalement on pourra considérer que sa complexité sera gouvernée par g de x en général. Alors, il existe différentes complexités types qu'il faut connaître, qu'on va rencontrer de manière courante, donc il vaut mieux avoir une petite culture générale pour les reconnaître. On a la complexité constante, donc on note O de 1. Alors la complexité constante, ça va être par exemple le temps de voir un élément dans une table. Voilà, là on considère que c'est un temps constant. Si on fait une addition, on va également considérer que c'est un temps constant. Si on fait une comparaison, par exemple x est inférieur à 3, ça sera également constant. Ensuite, on a la complexité logarithmique par rapport à une certaine variable n. On la note O de log de n. Alors, un exemple d'opération qu'on peut faire en complexité logarithmique, ça va être par exemple la recherche dichotomique. C'est-à-dire, on prend notre liste qui est ordonnée, on la coupe en deux, on regarde si le terme est supérieur au terme de coupure ou inférieur pour aller chercher sur la moitié adéquate, etc., etc. On continue à couper en deux, en deux, en deux. Là, on a une recherche dichotomique qui est donc logarithmique en complexité. Ensuite, on a la complexité linéaire, donc on la note O de n, qui serait par exemple chercher le terme le plus grand dans un tableau non ordonné. Donc on a un tableau non ordonné, on ne sait pas quelles sont les valeurs qui sont dedans, il faut chercher le terme avec la plus grande valeur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir parcourir tout notre tableau. C'est pour ça qu'on est en O de n. N, ça veut dire qu'on devra visiter toute notre liste. Alors, on a un autre terme qui est un peu la combinaison des deux précédents, qui est donc le linéarythmique, qui va correspondre donc à O n fois log de n, qui correspond par exemple à des algorithmes de tri, par exemple le merge sort. Ensuite, on a la complexité quadratique, donc O de n au carré. Là, on peut trouver d'autres algorithmes de tri, par exemple bubble sort.
Ensuite, on va avoir une complexité exponentielle. Donc là, on est en haut de 2 à la puissance n. Un exemple de problème qui va être exponentiel à gérer, ça va être par exemple de trouver tous les sous-ensembles. Voilà. Et finalement, une complexité encore plus importante, la complexité factorielle, pardon, où par exemple ici on aurait cherché toutes les permutations possibles. Alors là, vous avez un petit graphique qui vous illustre les différentes complexités. Là, on a n, notre variable, et là, on a la complexité. Donc là, on est complexité 1, donc constante, logarithmique, racine carrée, donc je ne l'ai pas introduite précédemment, mais vous pouvez la voir également, linéaire. Et là, vous commencez à voir les, les complexités qui sont plus que linéaires, donc n log de n, par exemple, et n au carré, n 2 puissance n, n factoriel, etc. Donc, vous voyez en fait que si ça, c'est une espèce d'approximation du temps dont on a besoin pour résoudre la tâche, euh, dès qu'on augmente n, il y a certaines tâches qui vont devenir impossibles à résoudre dans un temps raisonnable. Donc tout ce qui sera factoriel, exponentiel, même polynomial, lorsque n est très grand, on commence à ne plus pouvoir résoudre les problèmes en temps voulu. Donc, il faudra essayer, en particulier lorsqu'on a des volumes de données qui sont importants, donc des variables n en fait qui grandissent beaucoup, il faudra essayer de rester le plus proche du linéaire, voire moins, si on peut. Et à chaque fois, on va essayer de faire toujours, on fait le calcul de la complexité, on va essayer d'estimer combien de temps prend une opération élémentaire, et on va essayer d'avoir une idée du temps que va prendre notre méthode. Ça ne sert à rien de faire un algorithme qui soit en exponentielle, par exemple, complexité exponentielle, de le lancer dans une séquence qui fait 10 millions de paires de bases, par exemple. euh, ça ne sert absolument à rien. Il faut mieux essayer d'estimer le temps que va prendre l'algorithme avant d'essayer d'implémenter ça et de lancer les calculs. Ce type de complexité, on peut avoir un algorithme qui a cette complexité-là, mais il faut le traiter qu'avec des n très petits où le temps de calcul restera raisonnable. Alors là, il y a un petit exercice, donc écrire un programme qui soit en haut de m de n au carré. Donc là, on a deux variables qui apparaissent. Donc on a la variable d'avant, le n au carré, et une autre variable m. Évidemment, dans les complexités, on peut faire intervenir autant de variables qui sont importantes pour le problème à résoudre. Alors, ce petit exercice-là, pareil, on va le faire après en télé. Donc, on a défini string, on a défini algorithme. Maintenant, on va définir le tout. Donc, algorithme de recherche de string. Donc, pour faire ça, on va revenir aux définitions un peu plus formelles. Donc, on a A, notre ensemble de caractères qui est notre alphabet. On va noter S en caractère gras ici, l'ensemble de strings possibles en utilisant l'alphabet A. Donc, ça veut dire que pour tout S appartenant à S gras, tel que pour tout SI appartenant à grand S, SI appartient à A. Donc, c'est l'ensemble des séquences possibles qu'on peut fabriquer à partir de notre alphabet. On va définir une fonction f qui va de S au carré, donc qui prend deux de ces séquences en entrée et qui nous renvoie 0 ou 1. Ça va être une fonction. Comme je vous l'ai dit, elle reçoit deux strings, S et T, et va renvoyer 1 si S est un sous-string de T et 0 autrement. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? F va venir chercher si S est dans T ou pas. Si S est dans T, on nous renvoie 1, sinon 0. Alors, pour faire ça, S et T vont devoir être comparés par F. Alors, une variante de ça, ça peut être que F peut nous sortir les positions exactes où S apparaît dans T. Ça, c'est juste une variante de notre premier algorithme
qui va être donc notre algorithme de recherche de séquences. Alors, pour comparer deux séquences, on va devoir quantifier leur similarité. Et pour faire ça, on va devoir définir des sortes de métriques, de mesures de distance entre des strings. Alors, il y en a plusieurs, des mesures de distance entre des strings. On a par exemple la distance de Hanning, qu'on va voir tout de suite, la distance de Levenshtein, qu'on va voir dans un autre cours, d'autres distances qu'on utilise plutôt en traitement de langage naturel, comme la distance TF-IDF, et il y en a d'autres. Alors, si on va voir la distance de Hamming, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a notre alphabet, on a notre ensemble de séquences possibles, et on va avoir une fonction D qui part de deux séquences et qui nous renvoie une valeur qui va être dans R+. Ici, on pourrait même mettre N, d'accord? Alors, quelle va être la mesure en question? Ça va être tout simplement la taille de cet ensemble-là. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet ensemble? Donc, on va décortiquer ce qu'il y a. Donc, on a des i, d'accord? Tels que pour tout i appartenant à 1 jusqu'à taille de S, donc toute la taille de S, si t de i est différent de S de i, alors on fait apparaître le i. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On compare tous les caractères 1 à 1, tous les caractères de t et de S 1 à 1, et dès qu'on a une différence, on la note ici. Donc cet ensemble-là de valeurs, celui-là, il contient toutes les positions où T et S diffèrent. Et finalement, après, on prend la taille de ça. Donc en gros, on aura le nombre de positions sur lesquelles T et S diffèrent. Alors là, vous voyez tout de suite, il y a une contrainte importante, c'est que S et T doivent avoir la même taille. Si S et T n'ont pas la même taille, il y a des positions pour lesquelles on ne pourra pas comparer. Par exemple, on a une séquence de taille 5, une séquence de taille 7. Ben, on pourra comparer les 5 premiers caractères et au bout du sixième, on ne pourra pas comparer le caractère. Donc ou bien il faut modifier la définition, ou bien on ne va pas pouvoir calculer la distance de Hamming. Euh, on verra après un exemple avec les données avec des séquences d'ADN. Alors, là, on va faire un petit aparté, juste pour commencer à manipuler euh, des notions de taille de séquence, des choses comme ça. La question est la suivante. Est-ce que la similarité entre des strings dépend de la taille des strings et de la taille du vocabulaire? Alors, pour répondre à cette question, on va faire un petit modèle tout simple. On va considérer T et S, nos deux séquences aléatoires, en fait, de taille n. Voilà, donc là, on a défini notre taille n. On va voir si la similarité des séquences va dépendre de n ou pas. Et maintenant, on va essayer de définir les probabilités de tirer des caractères. Enfin, vu qu'on a des séquences aléatoires, on va définir la probabilité de tirer des caractères et on va dire qu'elles vont être indépendantes et identiquement distribuées dans les deux séquences et équiprobables. Donc, imaginons, on a un alphabet de taille 2. Les deux caractères ont les mêmes chances d'apparaître à chaque position de manière indépendante et leur probabilité sera de 0,5 étant donné qu'ils sont équiprobables. Alors pour faire ça, on va tout d'abord, pour résoudre, alors l'idée ça va être de résoudre la probabilité, de calculer la probabilité suivante, qui est donc la probabilité d'avoir une distance entre T et S égale à K. Alors, cette probabilité, si on va regarder la distribution de cette probabilité, et si elle dépend de la taille de la séquence et de la taille de l'alphabet, on aura répondu à notre première question. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord essayer de calculer la probabilité que un caractère, le ième caractère de T et le ième caractère de S soient tous les deux égaux à C, C étant n'importe quel caractère de l'alphabet. Voilà. Donc pour faire ça, on sait que les probabilités sont indépendantes entre les séquences, entre chaque caractère. Donc
ici, on a la probabilité jointe. On peut dire que ça va être donc le produit des deux probabilités. Et on sait que la probabilité que que la ième position de t soit égale à c, c'est 1 sur taille de a, étant donné qu'on a la même probabilité pour chaque caractère. Donc au final, on a cette probabilité égale à 1 sur taille de a au carré. Donc là, vous voyez bien, on a la taille de l'alphabet qui apparaît. Maintenant, on va calculer une autre probabilité qui est donc la probabilité que t de i soit égal à s de i. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a calculé au préalable la probabilité que toutes les deux soient égales à c. Maintenant, il faudra juste sommer pour tous les c qu'on a. Donc, c'est ce que vous voyez ici. On a la somme sur c de p de t de i égale à c, s de i égale à c. Donc, au final, on a donc la somme pour tous les caractères c de 1 jusqu'à taille de a de 1 sur taille de a au carré. Ici, on a la taille de a éléments, donc au final, cette probabilité-là sera égale à 1 sur taille de a. Alors, nous, on ne veut pas compter les points de similarité où les deux séquences sont égales, mais l'inverse. Donc, on cherche la probabilité que t de i soit différent de s de i, ce qui est tout simplement l'élément complémentaire. Donc, on a 1 moins 1 sur taille de A, ce qui nous donne taille de A moins 1 sur taille de A, la probabilité que les deux caractères diffèrent. Déjà là, on peut commencer à voir que cette probabilité va dépendre de la taille de A. Imaginons que la taille de A soit 2, donc on a deux séquences possibles. Quelle est la probabilité pour que les deux soient différents? C'est juste 2 moins 1 sur 2, donc 1 sur 2. Maintenant, imaginons qu'on a 3 caractères. Ici, donc, la probabilité sera 3 moins 2, moins 1, donc 2 sur 3. Donc avant, c'était 1 demi, maintenant, c'est 2 tiers. Vous voyez, on a fait grandir la taille de l'alphabet et la probabilité pour avoir des différences a également grandi. Évidemment, ici, si on avait une taille de A qui serait de 100, par exemple, on passe à 99 sur 100. Donc, on a de plus en plus de chances d'avoir des différences. Alors, maintenant, quelle va être la probabilité pour avoir une distance entre S et T égale à K? Alors ça, cette valeur-là, ça va être tout simplement le nombre de positions I où les deux séquences diffèrent. Et vu le fait qu'on a des éléments indépendants et qu'on a une longueur de taille n dans notre séquence, on pourra dire que la distance entre les deux séquences va tout simplement suivre une loi binomiale dans notre cas, avec une probabilité de taille de A moins 1 sur taille de A pour la probabilité et n le nombre de tirages à faire. Alors, en exercice, on pourrait faire une petite fonction de Python qui puisse nous calculer cette valeur-là et qui puisse faire le graphique de cette probabilité-là pour différentes valeurs de n et différentes valeurs de taille de A. Alors là, on a le code en Python qui va nous faire ça. Donc là, on parcourt la taille de l'alphabet sur les valeurs qu'on cherche à explorer, la taille de la séquence sur les valeurs qu'on cherche à explorer également. La probabilité, on la calcule. Donc là, il y a une petite erreur. C'est la taille de l'alphabet moins 1. Ah bon, c'est la même chose, j'ai rien dit. Là, on a la probabilité, c'est 1 moins 1 sur taille de l'alphabet, qu'on aurait pu également calculer comme taille de l'alphabet moins 1 sur taille de l'alphabet. N, la longueur de la séquence. La distribution, la loi binomiale qu'on vient de définir. On peut calculer la PMF, la Probability Mass Function, le logarithme de la Probability Mass Function de notre distribution pour la valeur K et rajouter au fur et à mesure nos valeurs et ensuite faire le graphique correspondant. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Tout d'abord, on observe donc que la probabilité d'avoir une distance de 5 lorsque la taille de l'alphabet grandit diminue.
Donc, pour une taille, croissante. Donc, plus la taille grandit, moins on a de chances d'avoir une certaine valeur. Par exemple, ici, 5 différences ne sont pas très, très grandes. Plus la séquence grandit, plus on aura de différences, donc moins ce sera probable d'avoir 5. Et également, plus la taille de l'alphabet augmente, plus ça sera improbable d'avoir que 5 différences. Non, non, on risque d'en avoir bien plus. Alors, maintenant qu'on a vu ce petit exemple, là, qu'est-ce qu'on peut en tirer? En biologie, on a des tailles d'alphabet égales à 4 et on a des séquences qui peuvent être très, très grandes. Alors, si on considère juste des gènes, on peut avoir des gènes qui font des milliers de paires de bases, des centaines ou des milliers de paires de bases. Les probabilités pour que, au hasard, deux séquences aient une très petite distance va être très, 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 très faible. Donc, le plus probable, c'est qu'elles proviennent d'une même séquence ancestrale, qu'elles ont évolué indépendamment. Et donc finalement, le fait de pouvoir comparer des séquences, de trouver des distances très faibles entre des séquences, va pouvoir nous donner des informations sur l'évolution de ces séquences-là. Donc là, on commence à avoir déjà un premier aperçu de à quoi ça peut bien nous servir. Donc là, la question qui est de dire à quoi ça peut nous servir de comparer ou de chercher des sous-séquences dans des séquences en biologie, en bioinformatique. Déjà, on a une première réponse tentative qui va être de dire pour essayer d'étudier l'évolution des séquences. Alors ici, on a d'autres applications possibles. On a l'assemblage de génomes, on a l'identification de mutations ponctuelles, on a la détermination de régions d'ADN qui vont corréler avec des traits phénotypiques. Comme je vous l'ai dit, on peut étudier l'évolution des espèces. On peut établir des liens phylogénétiques entre les espèces, donc ça vient ensemble. On peut également définir, par exemple, si des ARN messagers ont des sites de splicing alternatifs. On peut quantifier l'expression des gènes. On peut identifier des patterns particuliers dans les séquences protéiques, par exemple, ou d'ADN, etc. Donc, les applications sont vraiment très, très grandes. Alors là, je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc, par exemple, si on cherche à assembler des génomes, imaginons que ça, c'est notre génome. On n'a jamais une lecture entière du génome, on a toujours des lectures de plus ou moins petite taille. Donc, si on avait un génome qui était, voilà, cette séquence-là, au lieu d'avoir des lectures qui feraient presque toute la taille du génome, on aurait des lectures très partielles. Donc là, on illustre les types de lectures qu'on pourrait avoir. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de comparer les différentes lectures, de les aligner le mieux qu'on peut pour former notre génome au final. On peut également s'en servir pour déterminer des mutations. Donc, si on a deux génomes, on va les comparer et on va dire, ah, ici, il y a un point où il y a une mutation qui a eu lieu. Voilà. Et maintenant, la dernière application que je vais vous expliquer, c'est la phylogénie. Donc, ça rejoint un peu cette idée de comparer des séquences. Quelle est la probabilité d'avoir deux séquences de telle sorte, juste par hasard. Alors, tout d'abord, pour introduire cette idée de phylogénie, on va dire que la distance, étant donné la distance entre S et T, donc entre les deux strings S et T, à partir de quand est-ce qu'on va pouvoir dire que S et T sont similaires et donc proviennent potentiellement d'un ancêtre commun? Ça rejoint un peu euh, l'exemple du bateau de TC, où on remplace une pièce du bateau à chaque fois, et à partir de quand est-ce que le bateau n'est plus le même bateau? Donc, ça rejoint un peu cette idée-là. Quelle est la distance à partir de laquelle on va dire non, non, ces deux séquences-là n'ont pas d'ancêtre commun, ou au contraire, oui, bien sûr, ils ont un ancêtre commun. Euh, alors, quelques petites définitions en phylogénie. On va dire que S et T sont analogues. Donc là,
petit terme à retenir, donc analogue, si jamais elles sont similaires, les deux séquences, donc partagent quand même un certain degré de similarité, mais qui ont des origines évolutives différentes. On va dire que S était son homologue, cette fois-ci, deuxième terme à retenir, si leur similarité est due à un ancêtre commun. Et on va pouvoir découler l'homologie en deux termes plus précis. Donc on a l'orthologie, et donc ça va être une homologie due à un événement de spéciation, c'est-à-dire à un moment, il y a une population d'individus qui reste coincée dans une île, par exemple, et commence à évoluer différemment. Bah, ça correspond à un événement de spéciation. Donc, si on compare à un moment cette population dans l'île et la population ancestrale, qui a continué également à évoluer, on les laisse évoluer un bon moment, on compare un des gènes, on va voir qu'il y a des différences. Et cette différence-là va être donc, ces différences-là seront liées à cet événement de spéciation. Et deuxième variante pour l'homologie, c'est la paralogie. Et donc cette fois-ci, on a des homologues dus à des événements de duplication cette fois-ci. Donc ça, on reste au sein de la même espèce. On a eu une duplication du gène, donc on a deux copies du même gène. Maintenant, les deux copies peuvent évoluer de manière différente. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, si on laisse suffisamment de temps, les deux séquences seront différentes. On va les comparer, on va voir qu'elles ont quand même une similarité et on pourra définir qu'elles viennent donc d'un événement de duplication, et donc qu'il s'agit de paralogues. Donc ici, on a un petit exemple où on a un événement de duplication suivi d'un événement de spéciation. Donc on a notre gène ancestral A qui, suite à la duplication, nous donne deux gènes, A et B. Et après, on a l'événement de spéciation qui va nous donner donc un gène A1, un gène B1, un gène A2, un gène B2. On va dire que A1 et B1 sont paralogues, étant donné qu'ils proviennent de la spéciation, pardon, de la duplication. A2 et B2 seront paralogues également. Et entre les gènes qui sont ici et ici, et on va avoir plutôt une orthologie, étant donné qu'ils proviennent d'un événement de spéciation. Alors on peut imaginer qu'on a une troisième espèce qui n'a rien à voir avec l'autre espèce, et on a un gène C qui est quand même similaire au gène A, par exemple, mais qui ne partage pas un même ancêtre commun. Donc là, on va parler d'analogue. Alors, est-ce qu'il y a d'autres applications pour la recherche de caractères en dehors de la biologie? Évidemment, il y en a. Ça va être par exemple tout ce qui va être recherche de plagiat, des outils de recherche, par exemple style Google ou des choses comme ça, et dans tout ce qui est Natural Language Processing, donc traitement du langage naturel.